Et bonjour. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. On se retrouve après la pause de cet été, donc c'est la rentrée de Ciné 3000. On passe sur un nouveau format, donc là ce sera plus du podcast, plus que du live, mais on continuera à faire des live Twitch pour certaines occasions, pour certaines sorties de films particuliers qu'on ne voudra pas forcément traiter dans les podcasts, ou autres, en fonction de l'actualité, je sais pas, les Césars, les Oscars, ou autres. Mais donc voilà, donc ce sera un podcast qui sera dispo un peu partout, donc Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube aussi, on essaiera de le mettre. Et on vise du coup une sortie dans l'idée, donc toutes les 2 semaines, 2-3 semaines. Et ce sera un podcast qui parlera du coup sur les films du moment. Ça peut aussi être hors sujet sur des réalisateurs, des sujets précis, en lien avec le cinéma, des films de patrimoine ou autres. Et aujourd'hui, en gros, on va lancer ce podcast de rentrée avec une discussion du coup autour de 2 films très attendus qu'on a vus. Donc le premier, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Et ensuite, on enchaînera avec Un simple accident de Jafar Panahi. This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75. Bitch, I felt like Tony Montana! Steve Lockjaw just attacked my home. And I cannot remember, for the life of my only child, the answer to your question. Maybe you should have studied the rebellion text a little harder. I need to find my daughter. Well, then call us back when you have the time. You just... Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Petit synopsis pour ceux qui n'ont pas vu le film ou ceux qui l'ont vu il y a trop longtemps. Un ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. 3 petits points. Film sorti le 24 septembre 2025. En France, il a fait 1 million d'entrées. Et c'est donc le 10e long métrage de Paul Thomas Anderson depuis Licorice Pizza. Et donc qui était très attendu. Ouais. Messieurs, qu'est-ce qu'on en a pensé chez Ciné 3000 ? Moi, je voulais juste dire déjà le casting, pour en parler vite fait, il y a DiCaprio, il y a Sean Penn, on a vraiment des grands acteurs dans le film, donc est-ce que ça fait que le film est bien on va en discuter, mais... Ouais, ça aide. Après, je trouve que c'est les personnages qui... Alors après, ils sont bien incarnés du coup par les bons acteurs, mais il y a aussi, c'est Benicio del Toro qui fait Benicio del Toro, le sensei, ouais. Et pour les actrices aussi, celle qui joue Perfidia, là, je sais pas son nom, attends, je vais noter, mais... C'est Teyana Taylor. C'est ça, Teyana Taylor. Qui est chanteuse de R&B aussi. Ok. Et qui a fait des clips aussi, qui a fait le clip de Faded de Kanye West. Ok. Donc elle vient du milieu de la musique à la base. Ouais. Et elle est super, mais tous les acteurs sont super pour le coup. Même, ouais. Même la jeune qui s'appelle Infinity, mince, j'ai oublié son prénom. J'ai oublié le... Oui, c'est une infinité. Ouais. Mais elle est vraiment pas mal et je crois que c'est son premier rôle, donc... on retrouve, pour parler d'acteurs, on parle directement des acteurs et pas du thème de film, mais on trouve directement DiCaprio dans ses rôles, disons, post-2020, où DiCaprio joue le débile. La mâchoire pendue entre... il avait joué ça chez... comment ça s'appelle ? Chez Scorsese, il avait joué chez Scorsese le débile profond... Il a mal joué le débile profond chez Scorsese. Américain, dans... Killer of the Flower Moon, pardon. Et il a joué aussi le... Chez Tarantino aussi, chez Once Upon a Time. Oui, dans Once Upon a Time. C'est pas autant... il joue un peu un raté quand même. Un raté, pas sûr de lui. Mais pas à ce point. Ouais. Killer of the Flower Moon, je pense que c'est le point... Le point d'orgue. Le pic des persos un peu bêtes, tu vois. Moi, je trouve qu'il est pas bête dans Une bataille après l'autre. C'est quand même un mec dépassé par les événements de A à Z. Il se laisse porter tout le film, il ne fait rien. Avant qu'on rentre dans le film, nous allons divulgacher allègrement. Allègrement, oui, effectivement. Si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille quand même d'aller les voir ici, parce qu'on prendra l'habitude quand même de parler du film spoilé. Ouais, de spoiler en général. En général. Les thèmes, donc le film en tant que tel. Les thèmes du film ? Ouais, t'as évoqué l'histoire, le synopsis, mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Nico ? Du coup, pour moi, c'est un film éminemment et principalement tourné autour de la question politique.
c'est le truc que je retiens de tout ça, c'est de comment est-ce que tu t'organises dans une société avec des dérives sectaires et comment est-ce que en fait, tu t'organises ton combat dans le fait que ton combat n'arrivera pas au bout de ton vivant, donc comment est-ce que tu transmets aussi la question de la transmission donc de la famille, mais comment est-ce que tu vas plus loin que ça passe aussi, tu vois, par le sensei, enfin, après la grosse l'ellipse temporelle Ouais. de 15 ans du coup, où tu vois que bon bah il continue à y avoir des combats du coup, que ce soit antiraciste, antifasciste, dans une Amérique complètement qui est complètement dérive fasciste. Ouais, l'apogée de ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, L'Amérique de Trump à son paroxysme, en quelque sorte. L'Amérique de Trump à son paroxysme, ouais. Et moi, je trouve que c'est le principal sujet, donc c'est la question de la transmission, et notamment des luttes politiques, que ce soit aux États-Unis ou pas. Moi, c'est ce que je retiens du film, principalement. Voilà. Si je devais, je trouve que le film commence par la libération d'un camp de migrants, sous pression totale, avec un personnage fort du coup qui est Perfidia, qu'on voit du coup pendant toutes les 15-20 premières minutes du film. Je sais pas ce que vous en pensez, que tu suis énormément jusqu'au moment où tu vois du coup toute la lutte. Tu vois que Bob est là et lui du coup est plus dans l'accompagnement, et va plus gérer du coup l'aspect familial qui va découler de la situation vu de son couple avec elle, et va plus se tourner vers là-dessus, là où elle veut continuer le combat, comprend pas pourquoi Bob lui veut s'arrêter, que pour elle la famille c'est pas une raison d'arrêter cette bataille là, parce qu'elle est persuadée qu'elle arrivera au bout. Et voilà, et après du coup c'est différentes visions aussi je pense d'une lutte politique, donc du coup avec ce personnage de Perfidie et le personnage de Bob qui lui voit sa fille et veut élever sa fille. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de jugement mis par Paul Thomas Anderson, c'est juste... C'est quand même une snitch, la meuf. Elle Ouais. balance quand même la totalité de ses collaborateurs en 2 secondes. Ouais, Et après, elle disparaît. ouais, mais Pour sauf que continuer la lutte, on ne sait pas où, on Mais ne sait pas, on ne voit plus le personnage. je pense que quand elle balance, c'est justement là où en fait, pour moi, c'est tout le truc du film qui le fait que justement, c'est toute une critique justement de l'Amérique d'aujourd'hui et de la dérive fasciste pratiquement du monde entier et du monde occidental. C'est que tu vois du coup ce groupe-là révolutionnaire, les French 75, toutes leurs actions, c'est des actions principalement non violentes ou alors contre des biens, donc ce qui est pratiquement tout le cas des mouvements antifascistes ou quoi. Il y a un moment où elle commet un meurtre. À ce moment-là, justement, il appuie vachement son propos, sa caméra sur ce moment-là, en montrant que c'est un moment important et que c'est un moment de bascule et que c'est une violence qu'ils veulent pas, où ils veulent pas aller. Et bon, allez, malheureusement, elle le fait. Donc il le montre. Alors après, pourquoi ? C'est parce que c'est inhérent du personnage qui n'arrive pas à se gérer, qui pense que sa lutte est plus importante que tout, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il l'accentue justement pour montrer que pour eux, c'est big deal. Et justement, elle, après, quand elle le balance, parce qu'elle a peur pour sa liberté, pour sa famille, que sais-je, je pense qu'elle, elle s'attend à ce que l'État arrête les gens qui sont de son groupe révolutionnaire. Et le premier truc que tu vois quand elle les balance, c'est la scène dans le supermarché avec une de leurs collègues qui a l'impression qu'elle va se faire avoir. Elle va essayer de sortir par derrière et elle se prend une balle dans la tête directement. Et donc du coup, tu vois que tu es dans un régime fasciste directement, dans le sens où il n'y a pas de sommation, quoi. C'est la peine de mort par l'État parce que tu te revendiques comme étant un mouvement contestataire de la politique en place, quel qu'il soit. Et du coup, c'est pour ça. Moi, je trouve que... Moi, le seul truc que j'ai un peu, le seul petit... Je pense que tous les trois, on a adoré le film. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, vous le comprendrez. Mais pour moi, le seul petit détail qui m'a un peu dérangé à ce niveau-là sur le terme... en fait, sur la politique en tant que telle, c'est que tu comprends que c'est un État totalitaire, mais en fait, je trouve qu'il n'est jamais mis le doigt sur qui fait cette politique.
qui est responsable de cette politique, quel parti politique fait ça. En fait, je pense qu'il a voulu être subtil et jamais vouloir... Enfin, comme Civil War, je trouve qu'ils disent pas vraiment qui sont les méchants, tu vois. Même si tu comprends que c'est... tu comprends facilement que c'est la politique trumpiste comme dans Civil War. Mais je trouve que tu mets pas ça en évidence que... Moi, alors là, du coup, je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve que justement, il le fait avec cette histoire-là de semi-Ku Klux Klan, des élites, ou je sais pas comment ils appellent ça, les camarades de Noël, ou je sais pas comment ils appellent ça. Où justement, Lockjaw, là, le colonel, il veut absolument faire partie de ce truc-là aussi. Et justement aussi, moi, je trouve que ce truc de famille, où tu crois que le truc du film il veut retrouver... c'est du coup, la fille, elle s'appelle, c'est Willa, c'est ça ? Où il veut retrouver Willa, tu te dis putain, mais est-ce que c'est par souci de filiation, il en a quelque chose à foutre? Et en fait, tu te rends compte qu'il veut la retrouver, c'est juste pour vérifier si c'est sa fille, et si c'est sa fille, c'est la tuer parce qu'il pourra pas rentrer dans ce groupe-là. C'est uniquement pour ça qu'il veut la retrouver. Mais du coup, tu vois, est-ce que t'es pas... Alors, je trouve que l'aspect politique est plutôt un enrobage du film, non. Plutôt que le thème principal. Pour moi, c'est le thème principal. Pour moi, le thème principal, c'était plutôt... En fait, je nie pas qu'il y a tout un aspect politique, et du début à la fin, tu le vois. Hein. Mais pour moi, en fait, c'est un film sur la famille, sur une famille, tu vois, qui est déchirée. Mais en fait, le film, il se concentre surtout sur la famille, quoi, sur les trois personnages principaux qui sont Perfidia, Bob et Willa, pardon. Et en fait, tu te concentres plutôt sur eux plutôt que sur l'aspect politique, malgré le fait que tu as des super images sur les camps de concentration, enfin les pseudo-camps de concentration avec les personnes qui sont enfermées comme des animaux, ou même tu vois que les policiers dans le film et les mecs de l'armée sont un peu décrits comme une armée nazie, tu vois. Mais je trouve que le film, en fait, c'est un film de familial ou un genre de Taken, tu vois, un genre de Taken, en fait, et au final, l'aspect politique, il est autour et il enrobe tout le film, je trouve, tu vois. Mais ça reste un super film. Oui, moi je suis d'accord avec toi, Habib, sur... ce n'est qu'un enrobage. En fait, le personnage qui incarnait le plus cet aspect politique du film et qui aurait pu mener une grande cause, sachant que Paul Thomas Anderson n'a toujours filmé presque uniquement que des hommes, et pour une fois, il avait un personnage principal qui était une femme noire, activiste, puissante, sexy, tout ce que tu veux, qui incarne vraiment ce mouvement-là. Et c'est vrai qu'au bout de 30 minutes, avec Habib, on en avait parlé, il la dégage de son film. Ouais. J'en ai assez, je t'ai filmé, t'as fait des belles scènes d'action, du romantisme, 30 premières minutes hyper saccadées, très satisfaisantes à voir, mais très presque clipesque, pour qu'après cette ellipse, on retombe sur le bon vieux Bob, le bon vieux DiCaprio en peignoir qui fume ses pétards, et on perd ici cet aspect politique, et en fait les 30 minutes premières sont presque, c'est une grande fresque politique, et il y a presque deux films en un, et après on bascule sur la filiation, père-fille, transmission des valeurs, comme tu as dit, la lutte, et puis c'est plus une fugue qu'une lutte. Et c'est... Ouais, mais ok, non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, mais toute la fugue, et tu te rends compte que Bob, il est resté un activiste, c'est juste qu'il a choisi d'élever sa fille. Donc lui, il a choisi aussi cette bataille-là d'élever sa fille, mais tu vois qu'il est encore en contact avec le sensei Benicio del Toro, qui est un gars un gérant d'une salle de judo, mais qui aide tous les sans-papiers qu'il y a dans les villes aussi, qui les cache parce qu'il va y avoir une descente de flics, qui gère tout ça, donc il est toujours dans la lutte malgré tout. Ça, en fait, moi je pense qu'on est à peu près d'accord sur le fait que les deux thématiques principales, y a de la famille. Mais en fait, justement, je pense que le titre du film, Une bataille après l'autre, c'est que je pense que l'éducation, la famille, la transmission, c'est une bataille, et c'est une bataille politique aussi de tes idées. Moi, je pense que, pour moi, le propos qu'il a voulu tenir, c'est de dire aux gens que vous vous battiez pour une cause juste, c'est important, c'est hyper bien, mais il ne faut pas penser que le grand soir, ce sera forcément toi qui le vivras. Moi, je pense que c'est ça qu'il veut dire. C'est dire que justement, Perfidie, elle est le parti dans ce truc-là, elle y va à fond et tout, et au final, elle a fait du mal à la lutte, parce que, après, contre son gré, pour moi, contre sa volonté, parce que pour moi, elle balance ses camarades, les gens avec qui elle est dans son groupe révolutionnaire, je pense à aucun moment que le personnage se doute qu'ils vont se faire assassiner par l'État directement.
Si elle sait qu'elle est elle sait qu'elle est dans ce monde fasciste, elle doit le savoir, tu vois. Bah, ouais, mais t'es censé être aux États-Unis, tu vois. Oui, mais c'est pas nos États-Unis, c'est ces États-Unis, tu vois. Et ils savent que... je pense qu'elle le sait, qu'elle risque sa vie en faisant tout ça, tu vois. Mais déjà, actuellement, enfin, je veux dire, même actuellement, les Américains, ils ont aucun scrupule à tuer... Enfin, les policiers américains ont aucun scrupule à tuer les personnes qui veulent arrêter, tu vois. Donc elle sait de quoi la police est capable aux États-Unis quand elle snitch. Mais... Ouais, je sais pas. Mais Je d'un pense que côté, c'est pas- en fait, le truc, c'est que d'un côté, est-ce que c'est pas le truc le plus réaliste, tu vois? Est-ce qu'au final, quand t'as ta famille qui est en jeu, quand t'as ton futur qui est en jeu, quand t'as une échappatoire, est-ce que tu donnes pas les tiens aussi pour t'en sortir? Est-ce que d'un côté, s'il avait choisi de pas faire d'elle une snitch, ça aurait pas été la solution de simplicité et d'avoir le perso qui est héroïque de bout en bout, alors qu'en vrai, dans n'importe quelle lutte, en fait, tu te rends compte que n'importe quel révolutionnaire, il l'est pas... Il a des parts d'ombre aussi, tu vois, et des mauvais côtés. Donc, c'est aussi un choix... En vrai, c'est un choix qui est aussi intéressant, tu vois. C'est vrai que c'est juste dommage qu'on la voit plus le reste du film. Oui, Ça, c'est je- vrai. Oui, mais c'est je pense que intéressant. moi je trouve que c'est justement, c'est important qu'on la voit plus après, tu vois. Non, bah c'est plus que vraiment, je pense qu'il avait pas envie de traiter ce personnage plus que ça. Non, Il préférait filmer, il avait son DiCaprio sous la main, non, mais là je qui est dans ses rôles. Non, mais si, bah, à un moment, le réalisateur, s'il fait des choix de scénario, c'est qu'il a envie de montrer certaines choses. Si un personnage part au bout de 30 minutes, c'est qu'il ne veut plus le traiter. C'est pas qu'il veut Il plus voulait le pas traiter, traiter l'absence non, ou quoi. pour moi, c'est qu'il a fini de le traiter. Son personnage, c'est qu'il a fini. Perfidia, il voulait la montrer comme une révolutionnaire qui ne veut pas s'occuper de sa famille, ou en tout cas jusqu'à la fin, quand tu vois elle a envoyé sa lettre mais qu'elle peut plus. Mais son personnage, pour lui, il est traité, justement. C'est ça, pour moi, c'est pour ça que c'est ça le propos du film. En fait, une bataille après l'autre, tu peux voir comme Perfidia, son combat, c'est la lutte révolutionnaire, et en fait, Bob, son combat, c'est élever sa famille, tu vois. Mais, et encore une fois, Bob continue sa lutte aussi, tu vois. Mais Non, autrement. moi, je trouve pas, par non, contre. Pas du tout. Le mec est complètement défoncé depuis 20 ans, addict au pétard et alcoolique, et là, il se réveille juste, il renoue avec ce passé révolutionnaire, juste parce que sa fille est en danger. Il faisait rien dessus. Si, ouais, pour moi, il était... Non, il vivait dans le passé. Tu vois, même carrément, il regarde un film sur la guerre d'Algérie. Tu vois, c'est des batailles révolutionnaires passées qu'il regarde. Il regarde vers le passé, et lui, il veut juste s'occuper de sa fille. Et après, Oui, peut-être, ça. quand Lokjo arrive pour les débusquer, là, il se secoue les puces. Mais même ça, au final, lui, il fait rien. Ouais, bah, il se secoue les pouces. Après, il l'avait préparé, tu vois, il avait préparé sa fille à tout ça, justement, s'il se faisait, Il se l'avait faisait préparé. avoir. Mais au final, elle avait quand même elle avait quand même un smartphone, elle lui avait caché. Oui, non, mais ça, c'est normal. C'est pour dire que tu ne contrôles pas des... Enfin, ça, c'est plus... c'est anecdotique. Ça, pour moi, c'est plus... c'est un truc, une envie de contrôle. Quand t'as des enfants, tu contrôles pas... Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est une volonté propre. Malgré lui, sa peur, comment tu dis, son stress vis-à-vis de tout ça, elle l'a pas connu. Enfin, c'est que son père qui lui raconte que c'est des anciens activistes qui sont recherchés, que elle, au bout d'un moment, elle va être en mode oui, d'accord, t'es gentil, mais je te crois qu'à moitié, tu vois. Et ce qui est normal, quand tu t'es arrivé jusqu'à 17 ans et que t'as ton père qui te dit, qui effectivement dans son peignoir a fumé du shit sur son canapé en disant non mais t'inquiète, faut que tu fasses attention parce que demain tu te fais avoir, ça En fait, je pense que le film est un film... Enfin, comme tout oui, film est non, mais politique. tout le film est politique, Je pense que le film est un film politique, et je pense que c'est indéniable, tu vois, t'as tout un volet politique enfin, sur l'Amérique actuelle, mais en fait, je pense que c'est pas le sujet principal, tu vois. En fait, c'est pas le film politique peut-être que moi j'attendais. Je m'attendais peut-être à plus, et en fait, je trouve que la barre est pas assez haute pour moi. Et je trouve que la barre à ce niveau-là, au niveau politique, elle est un peu basse. Mais en fait ouais, ok. mais Je vois pas ce qu'il vous faut. En fait, le truc, c'est que parce que même dans la deuxième partie, Lokjo, il est éminemment, il n'est que ça. Lui, sa volonté, c'est juste d'appartenir à un groupe, littéralement, d'élite bourgeoise, fasciste, raciste. oui, C'est mais ça, son truc, se retrouver sa fille, c'est uniquement pour l'éliminer, pour pouvoir accéder à ce niveau-là. Tu vois ? ouais, je suis d'accord, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'as pas de... En fait, je trouve que t'as la subtilité dans le message pour dire
c'est ces mecs blancs là, au lieu de, en fait, tu vois ce nom de clan, de mec, et pourquoi il dit pas juste que c'est le Ku Klux Klan, tu vois? Pourquoi il utilise des... parce que on sait qu'il y a encore des réminiscences du Ku Klux Klan aujourd'hui, tu vois. Mais pourquoi, en fait, je comprends pas pourquoi il prend ces circonvolutions, tu vois, genre, ou ces virages pour parler d'eux, tu vois, et pourquoi il affronte pas le problème. Parce que ça ne l'intéresse. Moi, je pense que ça ne l'intéresse pas. C'est quand même, ça a plus une tête quand même de film d'action de Michael Mann façon Hit avec des énormes scènes d'action qu'une fresque politique. C'est pour ça aussi que moi je vois plus ça comme un film d'action d'auteur, on va dire. Et Je suis pas du tout d'accord. Mais par contre, on peut pas enlever qu'il y a des scènes hyper fortes quand Benicio del Toro, il y a sa famille quand il y a les personnes, c'est des latinos qui sont cachés. Bah franchement, tu vois limite des trucs de la Deuxième Guerre mondiale où les personnes juives elles devaient se cacher parce que ils se faisaient rafler et tout. Et ces images-là... Mais c'est que ça. Mais le film, c'est que ça. Je trouve que tu le retrouves à ce moment-là de Benicio del Toro, au début, quand il y a Perfidia, mais je trouve qu'il n'y a plus trop de scènes comme ça entre deux, tu vois. Il y a ces grandes scènes-là, et entre deux, je vois plus de scènes qui sont aussi évocatrices. Des scènes d'action, en fait. Mais par contre, ces deux scènes-là, elles sont folles. Les deux scènes où ils vont dans les camps, bah franchement, c'est magnifique. Le film, on en parlera peut-être après, mais le film est magnifique. Oui. On parlera un peu de l'aspect technique, il y a des plans qui sont ouf. Mais moi, après, tu continues. Si, tu vois que la révolution continue avec les trucs de radio. Le mec qui prend des radios pirates, qui se fait rafler parce qu'il a une radio pirate avec les enfants qui balancent des codes. Il y a plein de... Ça continue justement à dire que tu as toujours une lutte révolutionnaire et de garder aussi, de protéger les différents membres de ces groupes révolutionnaires, tu vois, parce que il pourrait très bien se dire aussi, Bob et tout ça, tu vois, il continue de le protéger, même 15 ans après, même si effectivement il est plus dans la lutte active, on va dire, mais voilà, parce qu'il prépare aussi, parce qu'il a une fille, je pense que, justement, on le voit, en fait aussi, tu le vois, effectivement, c'est pas montré directement, mais tu vois comment elle agit sur la fin, et sur la fin de la course-poursuite, c'est une fille qui a été préparée, qui a été entraînée. C'est pas quelqu'un qui... C'est plutôt le syndrome de l'adolescent tout-puissant dans les films, qui s'en sort avec une facilité déconcertante. Mais évidemment que non. Mais évidemment que non. Ça veut dire qu'elle a été préparée, ça veut dire qu'elle a été entraînée. Tu fais pas ça sur la route et tout, t'apprends pas à tirer comme ça, même si autant américain soit-il, si on t'entraîne pas, et si ton père ou le sensei l'a pas entraîné. Tu vois bien, le sensei, tu le vois avec des photos sur elle est là, il l'entraîne, c'est son entraîneur perso, et tu vois bien que lui, il est dans ce milieu-là de groupe révolutionnaire. Non, lui, il est pas révolutionnaire, lui, il survit avec sa communauté. Lui, ouais, mais bon, il aide... C'est une forme de révolution, mais il n'est pas revendicateur. Mais il connaît tout ce milieu-là, il les connaît, il sait qui Bob est, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'aide. Bah ouais. Mais d'ailleurs, en fait, toute cette scène dans cette petite ville-là, moi, je pensais que c'était la scène qui allait un peu lancer le feu aux poudres, tu vois. Et qu'après ça allait se réveiller un peu partout aux États-Unis et tout. Et en fait, après, ça se calme, tu vois. Au final, il y a Bob qui tombe du toit, et c'est ça aussi que j'aime bien avec le film, c'est qu'on ne s'attend jamais à ce qui va se passer. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, putain, il va y aller, il va aller sauver sa fille, il va tous les flinguer en robe de chambre, et non, le mec tombe du toit. Ouais. Et au final, il ne fait rien du film. Ouais, mais même quand il est là, tu l'imagines même pas. Tu vois, rafaler personne. Tu vois que c'est un mec qui. C'est pas son d'elle, quoi. C'est pas lui, tu vois. Le mec, c'est juste un artificier qui était. Et moi, j'ai. Peut-être, du coup, cet aspect politique m'a moins marqué aussi parce que, à cause du rythme du film. C'est pour ça que je le considère plus comme un film d'action. Une bataille après l'autre. Et là, les batailles après les autres, elles s'enchaînent tout le temps. C'est vrai que le film se pose jamais vraiment. Ouais. Y a beaucoup de voitures, très Michael Mann le début, très clipesque. Quelle scène, les voitures, quelle scène à chaque fois. Ouais, toutes les séquences de voitures sont géniales, mais du coup, ça s'arrête jamais. La scène de fin, ça ne s'arrête jamais. Et le seul moment où on se pose un tout petit peu, c'est peut-être chez Benicio quand il y a ce running gag sur l'appel téléphonique révolutionnaire. Et après, on repart et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Ouais. D'ailleurs, la hotline, là, l'idée de hotline révolutionnaire, c'est une bête d'idée, j'ai trouvé ça trop bien. Il y a plein de super idées, mais c'est vrai qu'à aucun moment, il n'y a aucun moment de... Le film dure 3 heures. Ouais. Mais... ressenti 1h30. On l'a tous ressenti comme ça. Ouais. Ce qui est très agréable en soi. Mais
pour étayer ton propos, tu vois, la relation père-fille, au final, elle est que très peu... Enfin, oui. il m'a manqué certains moments. Mais parce qu'elle est pas. Mais parce que le film parle pas de ça. Mais non, mais aussi. Si, il parle, Non. le film il parle de filiation. Non. Le film, si, moi je pense que le film parle de filiation, tu vois, au final, ça reste en toi, ça reste en elle la révolution, tu vois, elle a quand même ce sentiment-là, et même si elle n'a pas été, elle a pas grandi avec sa mère, mais par contre, tu vois qu'ils sont pas proches en vrai les deux. Tu vois qu'elle a un père qui est absent, tu vois, elle a un père qu'elle doit materner un peu, tu vois, c'est pas... Dès le début du film, tu vois il peut pas s'occuper de lui-même, et en fait c'est elle qui s'en occupe. Donc je pense qu'ils ont une relation particulière, les deux, tu vois, mais ça n'empêche pas que, tu vois, tu comprends qu'ils s'aiment, tu vois, à plein de moments. Mais c'est sûr qu'ils ont une relation qui est pas évidente, ça se voit dès tu commences à les voir les deux ensemble, quoi. Mais. Ouais. Non, oui. Ouais, moi, le film, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vraiment pas vraiment mon Paul Thomas Anderson préféré. Mais il m'a un peu frustré, le film. Que ce soit le personnage de Perfidia, que j'aurais aimé suivre dans cette aventure, et le personnage de Benicio del Toro, qui, je trouve, était bien plus intéressant que DiCaprio. Et là, il y avait vraiment le truc de j'ai ma star. DiCaprio, c'est quand même une énorme star. Tu peux difficilement la mettre au second plan. Il y a un peu un truc tacite qui dit que tu vas devoir le filmer pendant 2 heures, alors que Perfidia, qui est bien plus intéressante, disparaît très vite. Moi, c'est ce que je voulais... C'est vrai que Benicio est incroyable dans le film. Et Benicio est incroyable. Ouais, mais tu fais pas un film sur Benicio del Toro. Ouais. Alors que le peu de moments où il est là, je me dis purée. Et il évoque plein de trucs. Ce mec, tu sais qu'il est mexicain, qu'il est arrivé aux States il y a peut-être une dizaine d'années. Il ne dit presque aucun mot d'espagnol. Ça m'a marqué. Il parle anglais tout le temps. C'est une sorte de force d'intégration plus forte là-dessus, mais en même temps avec ce côté communautaire d'aider les gens. Les siens, il n'oublie pas les siens, mais il est dans une sorte d'intégration. Puis faire un Mexicain qui parle anglais et qui est sensei de judo, c'est un combo, tu vois, c'est un mélange de plein de trucs que j'ai trouvé. Et une sorte de calme. Le calme au milieu de la tempête, ce mec. Ah ouais, il est incroyable. Avec lui, tu sens que rien ne peut t'arriver. Le mec qui propose une bière à oui. Ticket. À Bob, quand il sort de l'hôpital, qu'il arrive. Oui, et il était tellement calme que moi, je me suis dit, c'est lui le tueur dont il parle qui va venir les tuer. Je me dis, ce mec, il a tellement de sang-froid. Mais non, c'est juste un gars qui survit et qui fait ce qu'il a à faire. Et ça faisait un moment qu'un film de grand spectacle américain m'avait pas fait ça, tu vois. Oui. M'avait pas fait cet effet-là. Et en fait, sortir de la salle en ayant vu un grand truc, tu vois. Un grand truc d'auteur. Un grand truc d'auteur. Mais parce que, en fait, il y a... Ouais, c'est un peu comme... Tu vois, c'est un peu ces trucs qu'a inventé Nolan, tu vois, les blockbusters d'auteur, tu vois. Et c'est un peu ce que c'est, ce film-là. Ouais. Même si c'est beaucoup plus... Je trouve que c'est bien plus subtil. Bien plus subtil et mieux fait que... surtout que les derniers films de Nolan, tu vois. Tu suis des personnages, quoi, en fait. Que ce soit Lockjaw, Perfidia, Bob, et puis le sensei, la fille. Ouais, et puis ils sont tous attachants, tu vois. Ah ouais. Sauf, bien sûr, Lockjaw, mais d'un côté, il est... même Lockjaw, il a sa personnalité, il a un truc presque un moment, il te chope. Ouais. Mais à un moment, tu te dis... il est complètement raciste, mais il est tombé amoureux d'une noire. Ouais, justement, et aussi, après tu peux un peu interpréter sur ce truc-là aussi, c'est que tu te dis justement, Lockjaw, il représente l'État, il représente l'armée, il représente l'État américain dans le film, tu vois, enfin... Ouais, il représente l'armée. Et donc tu te dis peut-être effectivement ce truc-là de... il veut retrouver sa fille du coup, qui est métisse, tu vois, te dire, peut-être qu'il veut aller vers... la reconnaître, peut-être, tu vois, t'en sais rien, tu te dis, et en fait tu te rends compte à la fin justement que non, il veut la tuer pour pouvoir être plus blanc que blanc, faire partie de cette élite suprémaciste blanche d'un groupe qui au final, à laquelle il se fait tuer parce que il a commis le péché d'avoir couché avec une personne noire, quoi. Puis de toute façon, il sera jamais de leur caste. Même socialement ou quoi, tu le vois qu'il n'est pas des leurs en fait. Et en fait, il sera jamais avec eux. Et même, tu vois, tu peux avoir même la représentation. En vrai, tu peux revoir le sort qui a été réservé aux mecs de l'armée aux États-Unis, tu vois. Ils reviennent au pays, ils sont partis combattre pour les intérêts des personnes riches américaines, ils reviennent au pays, il n'y a personne qui s'en occupe, et il y en a plein qui sont morts dans des conditions atroces sous les ponts, drogués comme pas possible, tu vois. Et tu peux voir ça aussi à la fin sur la fin du personnage de Lockjaw, tu vois.
Et ce personnage est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'il est détestable et c'est un super méchant du cinéma, tu vois. Ouais. Et Sa façon de marcher. Ouais, mais puis Sean Penn est trop fort. Ouais, il est fort. Sean Penn est trop fort. Le seul truc que j'ai trouvé un peu incohérent à la fin, là, c'est... qui m'a un peu gêné plus, mais ça après, c'est pas très très grave. C'est du coup le gars, là, qui est envoyé par les, je sais pas quoi, là, les marchands de Noël, je sais plus comment Ouais, ça s'appelle, ouais. pour Enfin, tuer... la secte, quoi. la secte, pour tuer Lockjaw. Je comprends pas comment ce gars-là suit la fille en voiture après, et il sait qu'elle est dans cette caisse-là. Je ne comprends pas. Il suppose qu'elle est témoin, mais bon, après, en fait, Bah non, parce qu'elle est plus dans la caisse. c'est même pas des questions. Il l'a déjà déposé. Oui, non, c'est pas des questions à déposer, mais bon, ça a un peu... Parce que le film est à la fois très réaliste et à la fois très peu réaliste. Cette secte des Santa Claus, les bagarres en voiture. existe, moi ça me paraît pas déconnant. Non, mais le fait des que riches. ça s'appelle la secte des Pères Noël, que les mecs, tu dis, c'est des... Oui, mais enfin, des le vieux fait gars est dans qu'il un est pas, sous-sol, mais ça me paraît pas irréaliste aux États-Unis. C'est pas Oui, mais moi j'ai accepté que il rattrape la fille. Oui, non, mais moi aussi. À la fin, j'étais en mode, vas-y, donne-moi tout. C'est pas grave, tu vois, mais j'avoue que pour moi, là où le film gardait une volonté de réalisme là-dedans, j'ai trouvé que là, du coup, il y avait quelque chose qui clochait. Donc, est-ce que c'est volontaire? J'imagine que oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, après avoir tenté de tuer Lockjaw, la première fois qu'il a son accident de voiture, après, il retrouve la fille directement après. Tu te demandes comment, quoi. Parce que lui, il l'a déposé à l'autre gars, la mère indienne. Du coup, d'ailleurs aussi, c'est très bizarre qu'il décide de la sauver. Oui, ça c'est... C'est pour ça, là, moi j'ai accepté, je me suis dit, bon... Ouais, mais justement, mais ça, c'est ça qu'il faut questionner. C'est pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il se dit non, tu vois. À quel moment? Bah, tu sais, quand la fille va la livrer aux espèces de rednecks, là, Ah pour la oui, tuer, oui. et il décide au final de la sacrifie pour sauver. elle. Parce qu'il comprend que en fait, c'est des immenses racistes. Et non, mais non, il a déjà l'habitude de déposer des gens là-bas. Il a là-bas. déjà l'habitude de déposer ce qu'il des fait à gens chaque Ouais, là-bas. mais il sait que, tu vois, au début, il dit ouais, pas les enfants. Tu vois, il comprend. En fait, je pense que il dit pas les enfants au début, et après, du coup, c'est vrai, il il se dépose un dit, enfant. mais en fait, je suis responsable de Ouais. ce que je vais faire, là, Donc, en fait. Je pense déjà, il a un cas de conscience, et en plus, les mecs sont hyper racistes avec lui. Ouais. Mais je pense que ça a claqué dans son Ouais, en mode, dans le cerveau, et je peux pas laisser à ces races-là, quoi. Ouais. Mais puis on en a pas parlé, mais rapidement le film est magnifique. Ah ouais. Les scènes sur le toit des skateurs les scènes des skateurs ou les skateurs quand ils sont sur le toit, mais ces moments je les ai trouvés incroyables, et sans parler de la course poursuite finale. Ah ouais. La course poursuite finale, elle est dingue. À voir au cinéma, ouais. Au cinéma, Ouais. ça fait un effet encore plus... Très mort aux trousses. Non, au cinéma, tu ressens vraiment le côté hypnotique et le côté route de la chose. J'avais jamais vu une route filmée comme ça. Ouais, mais en plus très proche de la route, et ça qui est... Ouais. J'adore ça. Il y a des plans comme ça, là, très très proche de la route, en bas de voiture. T'en avais aussi dans The Brutalist, ça, qui était très joli. Tu en avais parlé. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait penser à la mort aux trousses, dans le stress qu'il y a à la fin, où, tu sais, dans la mort aux trousses, t'as l'avion qui part et qui revient et qui tire sur... j'ai oublié le nom de l'acteur, mais t'as ce stress-là, et là, t'as la même chose, quoi. T'as un stress tout le long. C'est long. Ouais. Et non, vraiment, la scène de course-poursuite finale, je pense qu'elle va rester, tu vois, elle va rester dans l'histoire du cinéma. Dans l'histoire du cinéma, oui, c'est sûr, certain. Donc, je pense qu'elle a marqué beaucoup de monde. Bon, je pense qu'on peut clôturer sur ce film-là. Clôturer là-dessus. Avis... moi, j'ai mis 4. Jules, ton avis final, toi, sur le film, pour clôturer? Un très bon film d'action avec une poudre de politique, mais pas le meilleur Paul Thomas Anderson. Ok. C'est lequel, toi, pour toi, ton préféré? Magnolia. Ok. T'as mis combien sur Letterboxd? J'ai dû mettre 4 sur 5, parce que ça reste quand même un très 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 bon film. ببین با من چیکار کردی چه صافت آشغال اقبال پا قشنگه خدا تعالی این گوشم هم نخورده پا قشنگه رو پیدا کردم تو واقعا کی هستی؟ بعد اینکه شما رو گرفتم بعد 2 هفته دوباره اومدن سراغ من Un simple accident de Jafar Panahi, pour ce qui est de l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Un homme croise par hasard celui qu'il croit être son tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe. Le film est sorti le 1er octobre 2025. À ce jour, il est à 350 000 entrées en France. Et c'est donc le 11e film du réalisateur iranien Jafar Panahi, qui est poursuivi par le régime des mollahs en Iran depuis toute sa vie. C'est un des réalisateurs contemporains les plus importants en Iran. Il a passé au moins, je crois, 12 ans, non 6 mois en prison aussi. Ouais. Il a passé Là-bas ou... pas mal de temps en prison et c'est pour Ok. ça qu'après, à la sortie, il a voulu faire ce film. Pour ce qui est de son palmarès, un des rares à avoir fait le triplé gagnant des festivals de cinéma, Lion d'or pour la Mostra de Venise en 2000 pour Le Cercle, Ours d'or à la Berlinale en 2015 pour Taxi Téhéran, et 10 ans plus tard, la Palme d'or en 2025 pour Un simple accident. C'est-à-dire que le mec, tous les 15 ans, Vous avez vu les deux autres films ou il pas? prend un prix majeur. Moi, j'ai vu que Taxi Téhéran. Ok, Moi, c'était mon premier Panahi. pareil. J'avais été le voir par hasard, le Taxi Téhéran à la sortie. Je savais même pas ce que j'allais voir. Et c'était Ok. incroyable. Tu recommandes? Ouais, super. Ok. Et donc là, nous parlions d'un film très peu politique juste avant. Alors là, ce film est très politique pour le coup. Il est plein de scènes. Ah non, Non, mais c'est- là, pour le coup, la politique soigne par tous Je les sais ports de que ce vous film. me donnerez raison quand vous écouterez. On peut commencer, les amis, si vous voulez, par parler Vas-y. justement du début du film et qui, pour moi, cette ouverture de film, Ouais. les 10-15 premières minutes, Ouais. ou même les 3 premières minutes, juste le plan séquence des 3 premières minutes, on est déjà sur l'introduction de l'année en termes de film. Moi, ça m'a bluffé, mais je sais pas, il y a un truc avec cette introduction. Ah, la voiture là, avec le clébard là. Tout simple, hein, introduction toute simple, une voiture, une famille, un père, une mère enceinte, une petite fille, un chien sauvage écrasé sur la route, le père qui achève le chien, et ils repartent. C'est Mais- simple, Mais déjà, mais déjà, tu ça sais. veut tout, Ouais, ça veut dire. tout dire. Et ça, c'est fou, tu vois. Parce que tu vois, c'est un peu c'est un peu le truc de base des films pour dire ouais, un méchant il tue une mouche au début du film, tu vois. Et ouais, c'est incroyable. Mais ouais, le début est fou. Je te laisse continuer, Et Jules. aussi pour revenir sur le chien, ça n'a pas été trop dit, de ce que j'ai écouté ou lu dans certaines critiques. Moi, il y a un truc avec les chiens, donc il y a 3 fois des chiens dans le film. Oui, Ah oui, mais j'ai ouais. pensé que ça allait être un truc qui revenait souvent. Et moi, ça m'a fort intrigué, ce symbole du chien sauvage qui c'est des sortes de pivots narratifs. L'intro, en fait, pour expliquer le titre, le simple accident, c'est donc cet accident de chien qui fait que le méchant cette famille s'arrête au garage, et après tous les personne donc qui c'est pense ça, le c'est le reconnaître. simple accident. Et donc il y a des chiens qui reviennent, on pourra en parler au long de la critique et de l'analyse du film, mais il faut retenir ce chien qui est écrasé et achevé, on s'en doute, par ce père de famille qui paraît gentil en tout point, mais au qui demeurant quoi. t'achève un chien à coups de botte sans sourciller, après reprend la voiture avec sa fifi et sa femme enceinte. C'est ça. Donc voilà, je crois pour moi l'ouverture, déjà c'est juste ces 3 premières minutes, elle te pose, même en Ouais. termes de cinématographie, de mise en scène, cette lumière rouge de la voiture, ce travail sur le son avec la musique qui revient. Même un peu plus. Alors, ouais, j'avoue que c'était assez impressionnant, mais même je tirerais un petit peu plus loin, jusqu'au moment où il arrive au garage. Et même au garage où il se passe quelque chose, mais tu sais pas ce qui se Moi, je passe. trouve que c'est plus au garage où ça devient vraiment. Effectivement, je trouve que le début est très sympa. Ouais, Ce truc de. Tu comprends qu'il y a un truc qui cloche, qu'est-ce que c'est, et après, ça déboule sur jusqu'à 15 minutes de film, je pense. Enfin, Ça continue pendant ouais. encore 10 minutes. Sur comment il l'embarque, sur pourquoi, Mais- sur comment. Mais quand il arrive au garage, il y a un truc qui te happe directement parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois Oui. pourquoi il est agité comme ça, Ouais, qu'est-ce qui ouais. se passe Ouais, mais même Euh, tout ce qui s'ensuit, tout le reste. Parce que c'est le gérant du garage qui s'agite dans tous les sens, on comprend pas trop pourquoi au début. Ouais. Et après, ça s'explique, mais Et pour rappel encore, le film a des plot twists narratifs assez forts aussi. Enfin, on va divulgacher, encore une fois. Enfin, on l'a déjà un peu fait. Ouais. On l'a déjà un peu fait. Donc c'est ce garagiste qui entend un bruit Oui, c'est ça. et il se glace. Et en fait, il se rend compte que... Toi, tu comprends qu'il reconnaît la Oui. personne, mais tu te demandes ce qu'il sait. Après, je pense que de toute manière, tu sais. Moi, je savais pas du tout de quoi le film allait parler.
mais tu sais que ça se passe en Iran, donc tu te doutes que le mec doit avoir lieu avec... doit bosser pour le gouvernement, ou en tout cas, il doit le reconnaître. Enfin, tout de suite, tu te dis, ok, il y a quelque chose de bizarre, quoi, quand même. Je trouve que tout de suite, tu sais que c'est un rapport plus ou moins avec ça. Je sais pas comment dire, mais moi, je me suis pas dit que c'était... je sais pas, une vieille connaissance ou tu vois, genre je trouve que tout de suite tu sens la pesanteur et la peur du garagiste, quoi. Et du coup, la suite de l'histoire, c'est que le garagiste comprend qu'en fait c'était un de ses anciens tortionnaires. Enfin, pense que c'est un de ses anciens tortionnaires. Pense le reconnaître, pense que c'est un de ses anciens tortionnaires. Enfin, il en est quasi sûr. Il en est à 90% sûr. Et du coup, ça m'a d'ailleurs un peu fait penser à 12 hommes en colère, ce film, à plein de moments, mais on en parlera peut-être plus tard. Du coup, il pense que c'est lui, et il va, du coup, il l'enlève. Il enlève le mec qu'il a entendu, parce qu'il a quelque chose de reconnaissable, c'est qu'il a une jambe une prothèse qui couine, et du coup, c'est un bruit reconnaissable, et qui reconnaît, et c'est pour ça qu'il l'enlève, pour aller le tuer. Il l'enlève en pleine rue, en plein jour. Ouais. Et donc, jusqu'à cet enlèvement, donc pour moi, les 15 premières minutes... Jusqu'à ensuite, il épie la maison de son soi-disant tortionnaire. Et après, il l'embarque, il l'emmène dans le désert pour le tuer. Et là, il doute. Et là, le film bascule. Donc pour moi, ces 15 premières minutes, c'est maîtrisé. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une ouverture de film aussi maîtrisée. Tu comprends tout. Il y a besoin de très peu de dialogue. Des regards, des plans. Tout est compréhensible. Ouais, mais moi je trouve qu'il y a un trait... Je suis pas tout à fait d'accord. Mais tu comprends qu'il se passe quelque chose, mais tu comprends pas ce qui se passe avant qu'ils le disent, tu vois. Bah, tu comprends qu'il le... Mais après, c'est pas grave, mais... Non, mais je veux dire, tu comprends qu'il y a un truc qui reconnaît chez lui, tu vois. Ouais, non, mais ça, je comprends. Moi, je trouve que c'est ça... Moi, ça m'a pas autant embarqué que vous. Moi, j'avoue que... À partir du moment où tu comprends qu'il y a quelque chose et tout... Je trouvais qu'à un moment donné, ça devenait un peu long. J'étais un peu en mode, bon, d'accord, raconte-moi un peu ce qui se passe là, parce que là, Moi, j'ai été limite plus embarqué par cette intro d'un quart d'heure que pour tout le milieu du film. Ah, mais après, moi, je suis d'accord avec toi, le milieu du film aussi, je trouve ça un peu long. Moi, j'ai bien... Enfin, je comprends pourquoi le milieu du film est un peu plus convenu, mais moi, j'ai vraiment aimé ce milieu de film, parce que, en fait, je trouve que c'est une vraie attestation de qu'est-ce que c'est l'Iran et qui sont les gens qui le peuplent, quelles sont leurs souffrances, qu'est-ce qui régit le pays. En fait, Oui, on n'en voit pas beaucoup des Iraniens. Ouais. Et en fait... à part le chef suprême. Non mais on voit que ça. Non mais je veux dire dans la vraie vie véritable. Enfin, on en voit. La seule fois où tu les vois, c'est négatif. Oui. Attends, tu veux dire dans le film ou dans la réalité ? Dans la vraie vie véritable, on en voit peu des Iraniens. Oui. Enfin. T'as peu de films qui se passent en Iran, t'as peu de documentation. Enfin, quand on parle de l'Iran, c'est toujours pour parler de trucs catastrophiques ou de situations difficiles, tu vois. Oui, d'accord. Et je trouve que là, dans le film, tu vois autre chose. Tu vois l'Iran de gens qui ont leur vie, qui vivent sous ce régime-là, hyper dur. Comment ils vivent avec, comment c'est de vivre comme ça, tu vois. Comment ils en parlent. Comment ils en parlent, comment ils ont peur. Parce qu'en fait, tout est régi par la peur. Tu vois, quand le mari vient voir le chef du garage et qui vient lui voir et lui dire « Ouais, vous savez, on va se marier demain et tout. » Mais rien que ça, tu vois, tu te dis « Ah ok, en fait, ils ont... En fait, c'est parce que il faut bien qu'ils montrent qu'ils vont se marier, que c'est pas une relation hors mariage, parce que tu peux avoir peur qu'ils le disent au régime, quoi. Donc, en fait, tu te dis, mais il y a une peur constante, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça fou de voir... je trouvais ça super intéressant de voir la... Et c'est pareil dans Téhéran Taxi, tu vois la vie des Iraniens d'une autre façon. Et cette peur, elle est aussi sous-jacente sur la mise en scène elle-même, parce que, pour rappel, Monsieur Panahi, il n'est pas du tout le bienvenu dans son pays, et tous les films qu'il fait, c'est en mode amateur, je sors ma caméra, j'envoie mes acteurs, on filme, il n'y a pas d'autorisation de tournage, si on se fait attraper, c'est la merde. Ouais. Et là, toutes les scènes qu'on voit dans le film ont été tournées illégalement, enfin, pas du tout autorisées par le régime. Et aussi, ça sous-tend le fait qu'il filme un peu dans cette urgence et dans cette peur. On ressent aussi, entre la peur des personnages qui sont aussi pour la plupart des acteurs amateurs, je crois qu'il y en a une, là je crois que la photographe elle est prof de karaté.
Ok. dans la vraie vie. Bon, le seul acteur professionnel, c'est notre héros. Moi, je trouve qu'ils jouent tous bien pour le coup. Ça, moi, j'ai. Moi aussi, j'ai trouvé que je jouais bien. Après, il y a un moment, je me suis dit, putain, ça joue. Ouais, mais il y a bien, le biais de c'est pas notre langue, Oui. c'est pas notre culture, et parfois j'ai senti un jeu à outrance et je savais pas me dire est-ce que les Là. Iraniens jouent comme ça, est-ce que les Iraniens sont comme ça, Quand il crie, par la part du personnage le plus Virulent. revendicatif et virulent. Ah non, je trouve que c'est lui qui joue c'est le les mieux. Arabes. C'est les Arabes. C'est pas des Arabes, c'est des Perses. Oui, c'est vrai. En plus. Mais c'est la même, on est ensemble. Moi, en vrai, ça m'a pas choqué. Ouais, non, moi j'ai trouvé que justement, Non, mais moi, c'était je me suis tu vois, posé la c'était- question. C'était une autre façon aussi de revendiquer vis-à-vis de l'injustice qu'il avait subie et de l'horreur qu'il avait subie, d'être beaucoup plus véhément que les autres qui restent des personnes normales, qui sont face à quelqu'un qui leur a fait énormément de mal et qui ont une envie de vengeance qui est, je pense, qui est compréhensible par absolument tout le monde, tu vois, quand tu te dis que t'as quelqu'un qui, quand il raconte, moi c'est la scène, je trouve, moi, il y a 2 scènes moi, que je retiens qui sont vraiment folles dans ce film, je trouve. C'est la scène dans le désert, où ils se retrouvent tous dans le désert là, avec le van, où justement on lui raconte, elle aussi raconte ce qui s'est passé, et la scène de fin aussi. Mais quand ils racontent leur torture, quand lui il raconte, c'est lui qui raconte ou c'est elle, je sais plus. Là, Ils racontent tous un peu les sévices sexuels, la torture psychologique, Ouais, torture le truc physique. de on te passe la corde et on te dit t'attends là et t'attends pendant 3 heures et tu Oui. penses que tu vas mourir, tu vois, c'est des trucs. Donc tu comprends aussi tout ce truc-là, et aussi je trouve que ça, c'est ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est toutes ces personnes-là qui sont normales, qui ont subi des trucs absolument horribles, qui sont face à la personne qui leur a fait ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que on arrive à déferler cette haine viscérale qu'on peut ressentir pour cette personne-là ou pas ? Après, il y a ça, il y a aussi un doute qui subsiste tout Oui, le film. le doute, Est-ce que c'est lui, quoi ? Mais tu vois, il y a le doute. Enfin, Ouais, mais le doute à la fin, il y est plus. Oui, mais à la toute fin, tu Oui. vois. Oui, mais à la toute fin, mais sauf qu'ils le font pas quand même. Oui, mais je Ça, veux dire. on en parlera ouais, après, Mais je veux dire, sur tout le film, il y a le doute jusqu'à la dernière minute. Enfin, au dernier Même moment en du tant que film. spectateur, tu doutes. Tu sais pas vraiment si c'est lui, quoi. Est-ce que c'est lui le tortionnaire ? Est-ce que c'est lui qui les a... Parce qu'en fait, pour repositionner, en fait, le milieu du film, c'est le dirigeant le garagiste qui va de connaissance en connaissance qui ont été Dans cette prison. torturés. Ils vont de connaissance en connaissance pour savoir est-ce qu'ils arrivent à reconnaître le mec qu'il a donc dans son coffre. Oui, c'est ça, dans son coffre, ouais. Et en fait, chaque personne il va lui demander est-ce que c'est lui, et en fait, tous ont un doute. En Non, fait, pas tous. Enfin, Il y en a un qui Il y en a un qui a pas de doute. qui est c'est bien, sûr en et fait, certain. du coup, on a un peu chaque couleur de sentiment par rapport à ça. Donc celui qui est très énervé après qui doute, celle qui a refait sa vie, tu vois, elle est devenue photographe de mariage, donc elle veut oublier tout ça, la mariée qui a besoin de ça pour se reconstruire, et l'homme le plus virulent qui veut tout casser. Oui. Et c'est bien qu'il y ait ces 4 personnages, mais après ce milieu du film, c'est quand même un peu moi c'est vraiment le ventre mou, je trouve que l'ouverture et la fermeture du film sont grandioses, mais ce milieu c'est un peu Il y a des ressorts comiques des fois, tu sais Mais pas. oui, mais, trop. non, mais ça, à la limite, ça, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est de dire aussi, justement, enfin, c'est pas ce que tu voulais dire, mais c'est de montrer aussi que c'est des gens... C'est des amateurs, oui, c'est des gens normaux, mais surtout, c'est des travailleurs, enfin, c'est des mecs, à un moment donné, ils le racontent aussi. Oui, mais c'est qu'ils se sont fait torturer parce que ils voulaient Ils avaient fait simplement- grève. Ils avaient fait grève. oui, mais c'est aussi, tu vois, je pense que c'est aussi, il y a de l'humour parce que même quand ça va mal, même quand t'es un intervenant en quoi, il y a ça oui, fait il faut trouver de des l'humour. moments où tu rigoles quand même, tu vois. Bah oui. Et ça, du coup, j'ai trouvé que c'était plutôt bien dosé, tu vois. Mais moi, j'avoue que ça m'a pas... Moi, j'étais pris tout le film, tu vois. Même au milieu du film, quand... C'est bête, mais tu vois, quand il y a les moments avec les bacs chiches, en gros, parce qu'il y a plusieurs moments où on comprend qu'il faut graisser la patte à tout le monde. Ouais. Et tu vois, rien que ça, je me suis dit, ouais, mais oui, c'est comme ça, là-bas, tu vois. En fait, il y a plein de moments où je me dis, ouais, c'est comme ça, tu vois. Il y a pas que... C'est une autre réalité, et du coup, elle est bien expliquée, parce qu'en fait, c'est dans leur normalité à eux, il y a rien de choquant, quoi. Et moi, ouais, même ce milieu-là du film, ça m'a plutôt eu, tu vois, parce que ça racontait aussi quelque chose sur l'Iran. Mais j'ai trouvé que c'était un peu long, en fait. Le Oui, truc, je c'est que je comprends. comprends ce truc-là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Et c'est vrai que je trouve qu'à un moment donné, tu te dis, ok, j'ai compris. Et je trouve que qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça n'enlève pas qu'ils ont quand même une situation qui est quand même assez, tu vois, qui est assez hard, qui peuvent leur amener dans des énormes problèmes. Et donc, tu vois, cette légèreté à ce moment-là,
temps en temps, t'es un peu en mode. Oui, c'est il y a un côté théâtral au film. Oui, c'est vrai. De ouf. C'est la commedia dell'arte, parfois, t'as l'impression. Un peu, ouais. Ouais, mais donc du même coup, dans le jeu un peu amateur. Ça peut dénoter, tu vois. Ça peut dénoter. Et moi, quand je m'ennuyais un petit peu dans ce milieu de film, je repensais beaucoup toujours à cette ouverture. Et dès l'ouverture, dans ce film, il y a tout un travail sur le hors-champ. Qu'est-ce qu'on ne montre pas? Vous avez remarqué, même l'ouverture, quand il tue le chien, on suit le bourreau, mais on voit jamais le chien. On reste sur le personnage. Ouais. Et là où je me suis dit, ok, le film veut travailler ça, c'est quand notre héros rejoint la photographe de mariage. La photographe de mariage, les mariés vont vérifier si c'est bien le bourreau. Ouais. Et ils rentrent dans le van. Et nous, on s'attend à rentrer dans ce van pour voir les réactions. Et non, on reste avec notre héros dehors. Et je me suis dit, ok, ça c'est intéressant. Il y a un truc, du coup, un peu sur le théâtre de... l'image est toujours décalée avec l'action. Enfin, il veut nous mettre... Il y a une sorte de hors-champ qui est travaillé par le réalisateur que je trouve intéressant. Même pour la scène aussi du désert dont vous parliez, qui a ce côté théâtral où tout le monde crie, tout le monde machin. Il y a plan séquence hors-champ et je trouve ça intéressant dans le travail. Mais après, sinon, au milieu, c'est vrai que moi, comme Nico, pardon. Tu peux m'appeler Habib. Quelle chance. mais moi, tu vois, je vois aussi le truc du milieu comme... en vrai, ils veulent pas le tuer. Mais non, mais en fait, c'est justement... En fait, ils repoussent. En fait, c'est qu'ils se disent, mais même si c'est lui... On veut pas le tuer. On veut pas le faire parce que tu te rends compte que c'est des gens normaux et que même si ils ont subi une injustice totale et ils se sont fait torturer, que c'est atroce, t'as ce truc-là de te dire... ils ont pas la monstruosité qu'il faut pour être comme lui. On n'a pas envie de tuer parce que... et tu le vois, en fait, justement, c'est la scène... Après, je sais pas si vous voulez continuer sur le milieu ou on part sur la scène de fin. On peut arriver à la fin. Après, on peut parler de la scène parce qu'il y a aussi l'accouchement en fait de la mère. Oui, mais moi, je trouvais ça trop invraisemblable que dans un pays où c'est tous des opposants politiques hyper surveillés. Ouais. Ils vont à l'hôpital, ils signent à la place du mari, machin, un truc vraiment on est quand même sous le régime des mollahs genre. Ouais, mais c'est quand même bien cadré. Ouais, mais c'est bien parce que moi je trouve que c'est un aspect que tu vois pas et qui te montre à quel point c'est complètement con en fait, genre. Ou ça te montre aussi à quel point ils sont différents de lui, tu vois. Oui. Ou différents du régime. Oui. Parce que eux ils sont plus dans l'empathie. Non, mais oui, voilà, c'est ça, parce que ça montre que c'est des personnes normaux dans un système fasciste. Ouais, et puis... Mais ouais, moi, toutes ces longueurs, je l'ai vraiment vu comme on veut repousser l'échéance. Oui. Et moi, le côté de l'hôpital, j'ai plutôt bien aimé, en vrai, tout ce truc. Moi, c'est vraiment... je sais pas, il y a un moment donné... Moi, je pense que c'est le début, quand... En fait, je crois que là où j'ai trouvé long, en fait, c'est la fin du début, où tu comprends, où il se dit « Ok, j'hésite ». Et tout le moment où il récupère tous les personnages, moi je trouvais que là c'était un peu long. Ouais. Je trouvais que ça allait pas assez vite. Mais après c'est personnel, tu vois. Mais je sais pas si vous avez vu du coup 12 hommes en colère. Oui. Je trouve que ce film, je l'ai vu il est très en vrai il est vraiment inspiré de ça et j'ai trouvé ça super intéressant parce que tu vois dans 12 hommes en colère c'est plusieurs personnes qui pensent que donc l'enfant est le meurtrier. Et en fait, on a un seul qui va émettre le doute, qui va faire douter tout le monde. Et là, c'est un peu pareil, tu vois, où t'as... En fait, tous ceux qui va chercher, ils sont sûrs. Et en fait, le premier, c'est lui qui va mettre le doute raisonnable, quoi. Il va dire, mais est-ce qu'on est sûr, tu vois. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que du coup, il a réadapté un peu ce principe-là à ce film-là. Et ça aussi, j'ai trouvé ça... Oui, c'est que dès que les premiers le regardent, ils te disent tout de suite, c'est lui. Ouais. Et après, lui dit, mais moi je suis pas sûr. Et du coup, tout le monde commence à se dire, oui, effectivement. Et pour arriver aussi, du coup, à cette scène de fin, avec encore un chien qui revient. Donc on a un chien au début, un chien au milieu, juste avant qu'il capture le mec, il y a un chien qui passe. Et là, je trouvais ça très bizarre, c'est que. Donc, il ne reste que le garagiste et la photographe avec dans le coffre le bourreau. Ils ne sont plus que deux. Ils ont dit, on va voir ce qu'on fait avec lui. Ils vont dans la campagne, dans la montagne, et ils s'arrêtent. Et à un moment, ils s'arrêtent plein phare. Il y a un chien qui s'arrête plein phare devant eux, et ils devaient continuer. Et au final, ils s'arrêtent ici. Et ça aussi, ça m'a intrigué, mais j'ai pas réussi à trouver plus d'explications sur ces chiens. Donc le chien, il s'arrête à cause du chien. Ok. Et en vrai, ça peut être intéressant aussi les gens qui nous écoutent, si eux ont vu le film et justement sont posés aussi une question, ça peut être intéressant. Parce que t'as un chien aussi, juste avant qu'il se fasse kidnapper. Oui. Juste avant qu'il se fasse kidnapper, donc le mec, il y a un chien
Mais oui, maintenant, je me souviens plus d'où ils sont, mais je me souviens que pendant le film, je m'étais dit putain, mais les chiens, ça a l'air d'être important, parce qu'au final, oui, t'en vois deux très vite. Au Ouais, final. puis tu sais, il fixe beaucoup sur les chiens à chaque fois. Et du coup, sur la fin, donc il s'arrête à l'endroit. Et vas-y, continue, Jules. Nous avons donc la scène de contre-interrogatoire presque. L'intro, c'était énorme, le milieu ventre mou, là on rebascule dans le grandiose. Et là, du coup, c'est un plan fixe du coup sur lui, contre un arbre, Avec la lumière rouge avec des la phares. lumière rouge des phares. Et bien 10 minutes, non? Qui dure bien 10 minutes. Et ce qui est génial, c'est que du coup, c'est un contre-interrogatoire qui est au début commencé du coup par le mécano, où t'entends pas du coup la photographe. Je me souviens plus des noms des personnages, je sais pas si tu les as, mais. Et non, c'est assez ouf parce que du coup, il avoue pas. Enfin, en tout cas, il avoue pas, ou il est très serein quand c'est le mec qui parle. Peut-être, je sais pas si c'est avec lui qu'il avoue ou pas. Non. Mais dès que c'est la meuf qui parle et qui du coup commence à lui dire ce qu'elle pense, ce qu'elle va lui faire et tout, et dès qu'il entend qu'il y a une femme et tout ça, et c'est là où lui il perd complètement les pédales et tout. Sachant que lui, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, son enfant est né, et en fait il lui révèle que son enfant est né et que... Oui, il craque pour son enfant. En fait et que mais moi, je pense pas que ce soit l'enfant. Moi, je pense qu'il craque uniquement parce qu'il y a une femme et que potentiellement il se dit qu'il va mourir des mains d'une femme. Et que du coup, il est en mode. Il ira pas. Il ira pas parce que tu sais, il dit à un moment, de toute façon, j'en ai rien à foutre, je suis un martyr. Oui. Et tout. Et il dit ça. Et à moi, ce moment-là, je crois que t'as la femme qui parle et qui lui dit, ouais, mais t'iras nulle part ou pas. Et là, il commence à péter un câble. Ah, oui, parce que je pense qu'il se dit. Et même putain, c'est une femme, et s'il y a une femme, et si c'est elle qui me tue, j'imagine. Alors après, peut-être que je dis de la merde. Hein, non, parce que même si tu te fais tuer, même s'il se fait tuer par une femme, il irait au paradis en tant que martyr. Ouais, il y a pas ce truc-là. Parce que moi, j'avais déjà entendu ce truc-là. Alors, bon, c'est pas le même régime fasciste et tout, mais avec Daesh, où il y avait ce truc-là que les femmes kurdes se battaient. Et que pour Daesh, c'était horrible de se faire tuer par une femme. Ouais, bah ça. Mais après, ça, c'est dans mon. Mais peut-être, hein. Mais tu vois, ouais, après, ils sont bizarres. Oui. Ils sont bizarres. Mais donc, tu vois, parce que comme pendant le film aussi, il considère la femme, comme il te le montre aussi quand il y a eu quand ils se sont fait torturer, quand c'était les femmes, c'était c'était des abus sexuels. Enfin, c'était des. Il traite la femme comme un objet, quoi. Donc j'ai l'impression, pour moi, le tournant de cet interrogatoire, de savoir, c'est quand elle intervient et que là, du coup, lui commence à péter un boulon, tu vois. Ah ok, moi tu vois, je l'ai plus vu... Après, il faudrait que je revoie la scène, parce que peut-être que c'est l'enfant, mais moi, dans ma tête, je me suis dit, ah putain, c'est ouais, ça. Ouais, peut-être, hein. Mais c'est vrai que moi, je l'ai plus vu au niveau de l'enfant. Quand ils lui disent qu'en fait, son enfant est né et qu'ils ont été... Mais même que quand il comprend que c'est un autre homme qui a été avec sa femme à l'hôpital et tout, c'est plus là, j'ai l'impression qu'il pète les plombs. Ouais. Mais du coup, bref. Ouais, non, mais il faudrait revoir la scène. Et où il se rend compte, c'est possible aussi. Il se rend compte aussi que le mécano, il fera rien en fait. Parce que le mec, c'est quand même, ça doit être un lieutenant du régime, un mec hyper connu qui a fait la guerre en Syrie, justement, il le dit, donc qui doit être rompu à toutes ces techniques d'interrogatoire. Et il doit comprendre dans la voix du mécano, du garagiste, qu'il le fera pas. Ouais. Et peut-être qu'il entend dans la voix de la photographe, la femme, que elle peut le faire. Ouais. Et là, il se dit, putain, peut-être, ouais. Faut que j'exprime des remords, sinon je vais me faire couper, alors que mon fils est né. Et c'est là, du coup, qu'on apprend qu'au final, c'était bien le... Moi, je l'ai compris dès le début de l'interrogatoire de fin, dans ses réponses, sa tranquillité presque à ses réponses, face à ce petit garagiste qui se prend pour un vengeur du peuple. Tu sens qu'il est très à l'aise, qu'il a pas peur, qu'il maîtrise, même s'il a les yeux bandés et tout, il maîtrise. Ouais, non, mais moi aussi, c'est plus, je te l'avais dit, mais je crois que je me suis trompé, mais le nom de l'hôpital, c'est le même nom qu'il donne... Iqbal. Ouais, c'est ça. Il donne ce nom-là. C'est le même. Et c'est le nom de l'hôpital. L'hôpital s'appelle Iqbal. Et la prison aussi. Et je sais plus, la prison aussi, ouais. Alors peut-être c'est le quartier, donc... Mais bref, moi je pensais que c'était... je me suis dit à ce moment-là, je pensais que c'était lui, mais du coup tu l'apprends vraiment qu'à la fin, quoi. Enfin, tu t'en es sûr à la fin, on te l'explique, quoi. Oui. Et il décide donc de l'épargner pour, je pense, dire aussi qu'ils sont pas comme lui, quoi. Que valent mieux que lui et qu'ils sont pas... Ouais, mais même, tu vois, parce que même à ce moment-là, moi je pense que tu peux te dire qu'il ment pour essayer de se sortir de... Enfin, je sais pas, tu vois, moi je l'ai pas non plus cru ah ouais totalement. Non, moi c'est la scène de fin où tu te dis... Ah, mais je te parle de la scène de fin, non. Ah oui, oui. Pardon, c'est pas compris. Ok. Oui, je parle de la scène de fin où tu comprends véritablement qu'il y a plus de doute, c'est lui, quoi. Oui. Tu veux dire quand tu l'entends parler derrière, quand tu l'entends arriver... Quand il l'avoue, quoi. Ah ok, moi je te parle... oui, la scène de fin, le dernier plan. Le dernier plan.
Moi, parce que pour moi, là encore, je te dis, enfin, moi, je suis un peu dans mon délire de me dire, il veut se faire, je sais pas, épargner, il demande pardon, parce qu'il a cette peur de mourir à ce moment-là, pour moi, des mains d'une meuf, du coup. Ouais, mais il va et donc, pour moi, je suis un peu en mode, je sais pas, tu vois. Mais après, ça nous amène donc... Oui, non, si, en fait, c'est de la merde, ce que je dis. Non, en fait, ça n'a pas de... Il le relâche et on arrive à ce dernier plan qui, pour moi, aussi restera... Pas de sens. Ouais. Au moins dans le cinéma du 21e siècle. Moi, j'ai trouvé ça un peu... Attention à ce que tu vas dire. T'as pas aimé? Moi, j'ai trouvé ça un peu cliché. Ah ouais. Ça rejoint... Mais oui, mais... Peut-être parce que un peu du Usual Suspect-like, tu vois. Non. Ouais, j'étais là. C'est vrai. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même fou, tu vois. Ouais, ça te met une mais tu tension. t'y attends, quoi. Non, tu t'y attends pas. Et il y a ce travail du hors-champ qui est encore fait, ou pareil. À partir du tu moment filmes où juste un mec de dos, tu mets un bruitage de prothèse et ça te fait un grand film. C'est quand même dingue quand tu penses. Mais surtout quand ça te tient à la salle. Moi, j'attendais le coup de feu. Le temps dure bien ouais, 5-10 secondes. Moi, j'avais peur du coup de feu, mais sinon, juste ça, en soi, j'étais un peu ok. Moi, je pensais qu'il allait se passer... En fait, tu te demandes ce qui va se passer, je suis d'accord, tu vois. Ça te met la salle en haleine et puis juste, rideau noir. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça... Franchement, on voit pas ça tous les jours, parce que tu peux faire des plans comme ça, mais s'il y a rien qui est installé avant, ça marchera pas autant. Là, j'ai trouvé ça hyper payant par rapport à toute l'histoire, en fait. Et que, on sait pas, est-ce que ce bruit est dans sa tête? Est-ce que c'est vraiment lui qui passe et qui vient juste lui montrer que, quoi qu'il fasse, il sera toujours derrière lui, qu'il sait où il habite, et que même s'il l'a épargné, il le surveille, tu vois? Ou est-ce que ce bruit, il l'a toujours entendu? C'est intéressant, moi aussi, il y a plein de... Et le fait qu'on donne pas de réponse, moi, ça me va totalement. Mais moi aussi, mais même je pensais qu'il allait pas aller jusqu'au bout et pas... je pensais qu'il allait pas dire que si c'était lui ou pas. En fait, je pensais qu'il allait laisser le doute planer à la fin du film et on n'aurait pas su... Parce qu'il sauf si tu te raccrochais à des petits... Il dit un truc? Non. À la fin de l'interrogatoire, pas à la fin. Okay. Oui, je pensais qu'à l'interrogatoire, on n'allait pas savoir et que la fin du film, ça allait être le fait que est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, tu vois, c'est fin ouverte, quoi. Mais du coup, il a fait le choix d'aller jusqu'au bout. Mais comme t'as cette fin-là, tu vois, et en fait, je me disais, ouais, la fin, elle est quand même intéressante, même si tu sais qu'il n'y a plus de doute, c'est lui. Mais en fait, cette fin-là, elle te dit, mais même que les gens, même encore aujourd'hui, ils sont pas libres, tu vois, même si, en fait, ils sont tous encore sujets à ce régime. Et est-ce que c'est pas tous les Iraniens qui entendent ce petit bruit, tu vois, parce qu'ils savent que du jour au lendemain, ça peut basculer. C'est intéressant, tu vois. C'est un film éminemment politique. Ouais. Que Paul Thomas Anderson en prenne... Non, je rigole. Moi, pour synthétiser, je pense, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et je trouve que c'est vraiment un... Alors, j'ai vu... je sais que t'as pas totalement le même avis que nous, Nico, mais j'ai vu des gens mettre que c'était une petite palme d'or. Moi, je trouve que le sujet est quand même important et que même le contexte fait que le film mérite quand même sa palme d'or. C'est une palme d'or politique. Ouais. Moi, je trouve, typiquement, pour faire un film iranien qui est sorti l'année dernière, Les Graines du Figuier Sauvage, il lui met une vitesse, mais monumentale, frère. Désolé de vous le dire, mais pour moi, tu veux parler d'Iran, d'Iran actuel, avec ce qui se passe avec la jeunesse, regardez Les Graines du Figuier Sauvage. Mais c'est un autre aspect. Merci d'avoir écouté ce premier podcast de rentrée de Ciné 3000, qui sera disponible sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Music. Donc voilà, on va essayer d'en sortir un tous les 2 semaines, comme on a dit au départ. Et voilà. Bonne semaine, à bientôt et passez de bonnes journées. Une bonne vie. Et allez voir des films. Et allez voir des films. Ok.